Nous allons travailler de manière un petit peu différente aujourd'hui. Nous allons passer directement à la discussion sur la thérapie génique et les derniers résultats. Nous venons de finir la réunion de l'ISTH qui a eu lieu la semaine dernière. Il y a beaucoup de données cliniques qui ont été présentées lors de ce congrès de l'ISTH. Il y a eu des essais de génothérapie qui sont en phase 2, en phase 3. Donc, nous allons passer à la discussion sur ce point et nous allons commencer par quelque chose dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises depuis un moment. Il s'agit de questions portant sur les résultats en thérapie génique et des essais cliniques dans ce domaine, notamment la variabilité entre les patients qui reçoivent cette thérapie génique et quels facteurs on a, quels sont les résultats une fois qu'on reçoit les facteurs, la durabilité d'expression, combien cela dure, est-ce que cela marche, est-ce que cela prévient les saignements et quel est l'impact de la thérapie génique à court terme et à long terme sur la santé de nos patients, puisque c'est une thérapie doit être utilisée à long terme en général, hein. Donc voilà, et certaines des données résultant de ce congrès de l'ISTH. Et si vous voulez, vous pouvez parler de la variabilité. Ensuite, nous parlerons de la durabilité, stick pipe au micro. Bien, ce que nous avons vu lors de cette conférence, c'est que on a vu des résultats concernant le programme de facteur 8, facteur 9. On a vu des résultats de phase 2, des mises à jour concernant de nouveaux essais. Il y a eu différents thèmes qui ont été abordés dont on peut tirer certaines conclusions concernant la variabilité. Il est apparemment clair que la variabilité, surtout pour les programmes de facteurs, reste assez large et on a une fourchette de 10 fois, même plus pour des expressions, même chez des patients qui ont reçu les mêmes doses de facteurs et lors de transfert de gènes. Pour le facteur 9, je dirais que la variabilité est encore assez importante. Et je pense qu'il y a une certaine clarté dans ce sens, c'est que sur le temps, cette variabilité semble se réduire. Et donc, si on regarde euh, sur une période de 6 mois, 1 an après le transfert de gènes. C'est ce qu'on a. On a l'impression qu'on a cette variabilité assez large. Et ensuite, après 1 an, on a une réduction de cette variabilité, de cette fourchette, hein. Donc, du point de vue de l'expression générale, je dirais que ce que nous constatons, c'est que on a des résultats qui sont presque normaux, à une fourchette presque normale de facteur 9. Pour le facteur 8, sur la durée, on voit que des patients, après plusieurs années de suivi, pour leur majorité, on a même des fois des patients qui ont arrêté et qui ont des niveaux d'expression qui sont bons. Donc, au niveau de la comparaison entre facteur 8 et facteur 9, je dirais que mon évaluation du résultat de ce programme, c'est que l'expression a l'air assez pertinente, cohérente à long terme et on est on avait un vecteur de précurseur pour le facteur 9 pour les patients atteints d'hépatite B. Donc, on a 5 ans. Et même au niveau des expressions, de l'expression générale, on a une fourchette qui montre que on a une fourchette de 5 à 10 d'expression du facteur 9, ce qui est assez cohérent sur ces 5 années, hein. On a des données pour 1 an avec des expressions de 52 semaines sur une étude et on a le même vecteur. Donc, on a une expression qui est des fois 5 à 10 fois. Et ces patients, à la semaine 52, cette grande cohorte de 52 patients pour cet essai, je dirais pour le facteur 8 et pour le facteur 9, en moyenne, on a plus de 40%. Donc, si on regarde les patients de 6 mois
jusqu'à 1 an maintenant, il n'y a pas de preuve de baisse de niveau d'activité. Donc, vous et moi, on a échangé nos préoccupations concernant ce que l'on a vu dans ces programmes et nous avons commencé cette réunion avec un suivi des programmes de phase 1 et les laisser avec différents facteurs. Donc, on avait un facteur A et B et on a une mise à jour de 4 à 5 ans pour ces programmes depuis qu'ils sont mis en œuvre. Hein. Et donc, on a des mises à jour de 3 ans aussi pour le programme de SPK. Et mon évaluation de ces données que nous a montrées, c'est qu'il y a, je dirais, ma conclusion, c'est qu'il y a une baisse d'activité sur le temps. La plupart des patients sont soutenus dans une fourchette légère, mais si on continue à regarder de la première année, deuxième année, troisième année, si on continue à regarder les résultats, il y a un léger déclin sur le temps, apparemment. Donc, peut-être que c'est une pente légère et qui va changer dans le temps. Je ne vois pas d'observation jusqu'à maintenant. On a donc stabilisé cette expression, c'est ce que je dirais. Donc, c'est une observation curieuse. Hein. Pourquoi est-ce qu'on a cela et pourquoi on a cette différence pour le programme du facteur 8? Et Glenn Pierce au micro, merci beaucoup. Je crois que vous nous avez vraiment présenté les résultats de ces essais cliniques. Voyons maintenant des détails un petit peu plus précis. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'on peut prédire quel patient va bien marcher en thérapie génique? Vous avez décrit une variabilité, vous avez parlé de 10 fois, d'une variabilité élevée à 10 fois. Hein. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir, et, alors qu'on a le même type de patient, qui va répondre correctement et qui ne va pas répondre correctement? Eh bien, je dirais que nous analysons ici des hommes atteints de hémophilie sévère et l'état du foie doit être euh, basé sur une évaluation standard et il peut y avoir une histoire d'hépatite C et il peut y avoir des réponses à une thérapie contre l'hépatite C, mais on ne sait pas en fonction de leur présentation clinique. Certains patients étaient en prophylaxie en fonction des problèmes d'articulation qu'ils peuvent avoir aussi. Quand on regarde les résultats, en tout cas, je peux dire que en fonction de la transduction du foie, ces groupes sont assez similaires, mais en fonction de la réponse à la transduction de gènes, combien d'expressions ils ont et quel est l'impact sur leur saignement, je crois qu'on voit ici des réponses hétérogènes. Et je pense que si l'on peut faire des biopsies hépatiques sur ces patients, on pourrait voir que la quantité de transduction au niveau des cellules est plus ou moins la même. Mais ensuite, il y a toute une série d'autres facteurs qui contribuent à la façon dont à l'expression de ces cellules, combien de protéines ils peuvent produire. Ça peut aussi remonter à la façon dont cela va former des structures au sein des cellules, comment fonctionne tout cela de façon à ce que les gènes fonctionnent correctement, se transcrivent au niveau des protéines. Donc, c'est toute une série de variables. Et on a commencé à constater qu'on pouvait pas on n'avait pas de facteur de prédiction là-dessus. On peut examiner un patient, mais tout cela, ce sont des mécaniques génétiques qui sont pour nous comme une boîte noire. Donc, je dirais que nous n'avons pas de méthode de prédiction pour savoir comment est-ce que nos patients vont réagir, s'ils vont réagir à 100% suite à la thérapie génique. Bien, donc c'est une frustration que nous avons
parce que cette boîte noire signifie beaucoup d'efforts dans la communauté des chercheurs pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte noire. Si on regarde les biopsies hépatiques, les biopsies du foie, on essaye de voir ce qui se passe au niveau des cellules, au niveau de l'expression des transgènes, et on cherche à voir s'il y a des médicaments qui peuvent encourager ou promouvoir l'expression, mais rien ne fonctionne vraiment, rien ne montre que l'on peut faire une translation clinique par rapport à ces réponses que l'on a. Oui, une chose que je dirais, c'est que on a une certaine clarté concernant la corrélation entre les niveaux d'expression et la protection contre les saignements. Je pense que cet essai montre beaucoup, preuve, hein, est une preuve de beaucoup d'hypothèses que nous avons. Quels sont les seuils auxquels nous devons parvenir pour réduire les saignements? Et c'est apparemment clair que si on a une fourchette modérée ou moyenne, on peut avoir des saignements au niveau des articulations, surtout qui diminuent. Mais il faut voir comment est-ce qu'on prend en charge les patients à l'extérieur de la thérapie génique. On va sûrement avoir besoin de niveaux supérieurs pour pouvoir être sûr de protéger contre les saignements. Donc, les gens nous disent, on voit des patients avec des expressions de 25%, 30% et on continue quand même à avoir des saignements. Oui, c'est notre expérience avec des patients adultes avec des saignements au niveau des articulations. Il ne faut pas être surpris. Ce que j'encourage, c'est que l'on peut convaincre les personnes que les mesures concernant le niveau de facteurs sont très bonnes, sont des résultats très bons de cette étude, tout à fait des bons résultats, hein. Glenn au micro. Oui, je crois que c'est un bon point. C'est un point important, notamment pour les patients qui ont des dommages articulaires. Parfois, ils ont besoin de niveaux supérieurs de facteurs, ces patients, hein. Donc, pour résumer, je dirais qu'il faut mettre l'accent sur le fait que malgré la grande variabilité, les patients donc d'une fourchette de moyenne supérieure, ont une protection contre les saignements, hein. Combien cela dure? Nous n'en sommes pas sûrs pour le facteur 8. Pour le facteur 9, il semblerait que cela peut durer pour une période de temps substantielle. Dans ces dernières minutes, je voudrais parler et vous demander d'aborder les préoccupations concernant la sécurité à court terme et l'utilisation de l'immunosuppression pour une réponse à moyen terme et à long terme. Bien, je crois que ce n'est pas très clair, mais il y a les effets, donc les effets adverses. On a des marqueurs de toxicité concernant les facteurs. Je ne pense pas qu'on ait la totalité de l'histoire concernant les mécanismes de tout cela. Si on regarde la phase 1 de ces deux essais, la plupart de ces traitements et des effets adverses ont eu lieu pendant la première année. Maintenant, on a 5 ans de suivi. S'il y a une augmentation, je dirais que cela ne donne pas lieu à un besoin de traitement additionnel. Et donc, je dirais que pour la transminase, tout correspond au protocole et la majorité des participants sont capables d'avoir une résolution de leur niveau. Il y a certaines incohérences au niveau de l'impact des niveaux d'expression des facteurs, que ce soit le facteur 8 ou le facteur 9, mais en général, ils ont pu y parvenir, que ce soit au niveau pendant les 6 premiers mois ou au bout d'un an. En tout cas, il n'y a pas d'effet adverse lié au traitement. Donc, à court terme, c'est ce que on devrait se focaliser là-dessus. On a vu quelques réactions pendant les premiers temps. C'est typique pour tout agent biologique transfusé et c'est tout à fait traitable. Et les effets parallèles, comme toujours, il y a des préoccupations concernant l'impact que cela peut avoir, mais la plateforme
Nous attendons une vaste majorité de épisomes à l'extérieur des chromosomes des cellules, mais nous avons des données concernant les biopsies qui confirment qu'à un taux de probablement 1 ou 2 pour 10 000 cellules, il y a une intégration d'une portion des transgènes qui sont intégrés dans l'ADN de cette cellule. Cela indique que cela peut créer une transformation cancérigène, donc c'est un problème pour le foie, bien sûr. Mais cette population, de toute façon, est déjà exposée à un risque unique de cancer et d'infection. On l'a vu dans de nombreux cas. Hein. Et la thérapie génique n'exclut pas les patients de cette histoire. Ils doivent traverser des traitements pour faire face à ces difficultés. Et donc, c'est là que c'est là tout l'intérêt de surveiller de près le foie. Donc, ce qui ressort de ces essais sur la thérapie génique, c'est qu'un an après la thérapie, le protocole du foie a démontré, et la biopsie également, que chez les patients de 60 ans, il y avait une certaine éradication. Mais il fallait compléter les actions par une chirurgie. Et donc, bien sûr, il y a la discussion sur le transplant qui s'engage. Mais si l'on fait un échantillonnage au moment de la chirurgie, on s'aperçoit qu'il y a des tissus normaux et ça, c'est vraiment tout l'intérêt. Les événements de migration, toutefois, étaient très faibles, près de 0,07%, et il n'y avait, il n'y avait pas de migration dominante. Ce que nous avons vu, ce sont des chromosomes multiples, un réarrangement des microsomes, et tout cela a été très bien décrit dans les différentes documentations. Donc, cela nous fournit des preuves solides que ces patients, ce qui a été observé chez ces patients était très probablement non lié à la thérapie génétique. Et je crois que c'est encourageant pour la thérapie génétique. Alors, bien sûr, cela ne sera pas, ce ne seront pas les seuls cas que nous observerons, mais il faut continuer à faire des essais, à pousser sur ces patients. Nous rencontrerons d'autres événements au cours des prochaines années, mais nous continuerons à les étudier et je crois que les premiers événements qui surviendront très probablement feront l'objet d'analyses génomiques. Mais si l'on revient toujours au départ, pas de preuve de réactivation, des caractéristiques qui sont typiques de ces cancers lorsqu'ils interviennent. Je crois que cela va continuer à nous rassurer que cette plateforme de thérapie génétique ne déclenche pas de cellules